bonsoir à tous. Donc voilà, les présentations sont faites et on va faire le lien, nous, avec ce que vous avez déjà, pour ceux d'entre vous qui étaient dans la conférence précédente, sans doute déjà entendu discuter évidemment de la question des réfugiés, qui est une très forte actualité. Nous, on va peut-être partir de là. Mais notre sujet à nous, c'est la question de l'immigration, qui est un phénomène évidemment déjà ancien. Et on parle ici de l'immigration donc en direction des pays d'accueil, même s'il sera sans doute intéressant avec nos invités de leur demander également quels effets cela peut produire, hein, l'immigration des pays, dans les pays de provenance. Mais nous allons vraiment nous intéresser à ce qui se passe dans les pays d'accueil, la manière dont peut-être au cours de l'histoire, les choses se sont passées, devant quels enjeux nous sommes aujourd'hui, et puis quand même, quelles solutions on peut envisager. Et d'emblée, vous avez vu le titre, c'est l'immigration, une chance. Il y a un point d'interrogation, c'est vrai, mais c'est quand même la question que l'on va se poser, puisqu'on sait que ça fait débat, et pas seulement sur le plan économique et social, mais bien sûr sur le plan politique aussi. Alors, le point de départ, et c'est la première question que je voudrais demander à nos trois invités, on parle aujourd'hui de la question des réfugiés, qui sont essentiellement, ce qu'on appelle réfugiés, c'est évidemment des gens qui fuient des zones dans lesquelles ils sont en danger et dont les conventions internationales, en principe, nous imposent de les accueillir le mieux possible. Et puis, on fait du coup une distinction entre ce que l'on appelle les migrants, et avec un terme un petit peu discutable, les migrants économiques. C'est peut-être de ça qu'il faut partir, parce que nous étions dans les années précédentes, plus sur la question des migrants économiques, si l'on peut dire. Aujourd'hui, ce problème des réfugiés est très important. Donc, est-ce que vous faites la distinction d'emblée? Et si oui, quelle est-elle de votre point de vue à tous les trois? Peut-être Hillel Rapoport, qui est à notre droite. Bien, donc c'est une distinction juridique, hein, en premier lieu. Donc, les réfugiés sont des gens qui demandent l'asile, et pour justifier de ce statut qu'ils cherchent, il faut démontrer qu'ils sont en danger, qu'ils sont persécutés, qu'ils ne peuvent pas vivre dans leur pays sans mettre leur vie en danger. Après, ça c'est une distinction juridique. Maintenant, on se doute bien que les individus ont différentes facettes. On peut être en danger et accepter ce danger, ne pas partir, ou partir pour des raisons qui sont des mélanges de motifs, hein, dans la réalité. Même si on fuit une situation de guerre civile, par exemple, on cherche aussi à se construire un avenir ailleurs, et donc on va avoir des considérations économiques, ne serait-ce qu'en matière de choix de destination. Mais on y reviendra. Helmut Mood, peut-être avec quelques chiffres, on va mieux fixer les choses. Alors, évidemment, statut juridique pour ce qui concerne les réfugiés. Pour les migrants, c'est beaucoup plus flou, migrants économiques. Et après, on reviendra sur l'impact économique également de la position des réfugiés, bien sûr. Disons que les chiffres les plus récents, on va repartir de là. Effectivement, le phénomène récent, c'est l'afflux de ces réfugiés qui viennent de zones de conflit. Et on a à peu près, sur l'année dernière, 1,5 million de réfugiés dans les pays de l'OCDE, dont 1,3 million en Europe, dans l'Union européenne. Et en fait, sur la distribution de ces réfugiés, ces demandeurs d'asile, en fait, hein, parce que pour qu'ils soient ensuite réfugiés, il faut qu'ils aient obtenu le statut de protégé. Et donc, c'est assez long comme processus, et c'est ça qui fait que ça différencie d'ailleurs des migrants économiques. Et évidemment, après, ces réfugiés qui viennent d'arriver de zones de conflit de Syrie, d'Irak, d'Érythrée, sont concentrés dans des zones bien particulières. Et en particulier, il y en a 800 000 en Allemagne, et en France, on a eu 70 000 demandes d'asile, mais on aura en gros 35 000 réfugiés protégés, ce qui revient, si vous divisez par le nombre de communes en France, un migrant par commune. Voilà, faible. Un migrant réfugié par commune. Non, je voudrais dire, je suis d'accord avec ce que Hillel a dit sur les déterminants qui sont assez flous finalement, même si on peut considérer que quand on part de zones de conflit, on part de zones d'économie en destruction, donc même si on part pour des raisons économiques, c'est aussi parce qu'on a perdu toute possibilité de revenus, et donc on est obligé de partir. Alors une fois qu'on arrive dans le pays d'accueil, ensuite les catégories juridiques se maintiennent, bien sûr, et c'est là où la distinction est intéressante
introduire, c'est que les migrants économiques, il n'y en a pas beaucoup, rassurez-vous, puisque les migrants réguliers en général en France, c'est 200 000 par an, c'est 100 000 qui repartent, donc il reste 100 000, et puis vous avez la deuxième source de migration, qui est de la migration en libre circulation, dont Schengen, hein, des migrations européennes, et puis de l'immigration familiale, et l'immigration de travail, donc purement économique, c'est moins de 20 000 par an. Et donc ceux-là, évidemment, ils ont des taux d'emploi tout de suite très importants, puisqu'ils ont des taux d'emploi de 80% à peu près. Tandis que les réfugiés, les demandeurs d'asile arrivent en France ou en Allemagne, il leur faut du temps avant d'obtenir la possibilité de travailler. Et donc, il y a un écart qui est très très important par rapport aux migrants économiques. Le taux moyen d'emploi des réfugiés en dessous de 5 ans, c'est 50%. Et donc, en fait, tout l'enjeu, c'est d'investir dans l'accueil de ces réfugiés pour faire que le coût transitionnel que peut supporter la collectivité pour les accueillir eh bien, soit minimisé. Par exemple, la Belgique a décidé de réduire à 4 mois les procédures administratives pour que la réponse soit donnée très vite et que les gens puissent être prêts à travailler. Oui, parce que si on parle en termes économiques, ça coûte cher de toute façon, quel que soit l'accueil des réfugiés, quelles que soient les solutions que l'on trouve après. Il y a quand même pas mal d'argent déjà qui est dépensé. Pas mal, hein? Main gauche en plus. Lionel Rago. Oui, juste peut-être un petit point complémentaire. Donc, c'est aussi, il faut bien voir que le motif l'asile politique, les réfugiés, c'est très différent. Et ça entraîne aussi des impacts dans les pays d'accueil qui sont aussi différents. Pourquoi ? Parce que ça concerne des flux très importants sur une très courte période. Donc, on en a eu l'exemple très récemment avec les réfugiés syriens, irakiens et afghans, on l'oublie fréquemment, qui sont venus en Europe par les canaux qu'on connaît. Donc c'est une population très importante qui vient sur une très courte période de temps et qui n'a pas eu le temps de préparer du tout son arrivée, contrairement à la migration régulière, normale, que ce soit le regroupement familial, migration de travail. Ça se prépare, ça s'organise, c'est diversifié de par l'origine. Donc, étudier l'impact économique des réfugiés, ça ne se fera pas de la même manière qu'étudier l'impact économique de la migration, j'allais dire normale, standard. Peut-être juste pour fixer les choses sur les migrations, il se trouve que nous avons eu l'occasion d'en parler aujourd'hui même les uns et les autres, mais vous dire qu'il y a, et là Helmoub qui connaît les chiffres par cœur va me corriger, autour de plus de 200 millions les migrations elles-mêmes représentent environ 225, je crois, un peu plus. C'est la division de la population de l'ONU. C'est le chiffre des Nations Unies qu'on vous donne là. Aux migrations internationales, c'est à peu près 250 millions de migrants internationaux. Ce qui représente à peine 3% de la population mondiale. Voilà le phénomène des migrations proprement dites. Et l'autre chose qu'il faut connaître, qu'on rappelle souvent, c'est que les migrations les plus importantes ne sont pas forcément du sud vers le nord, qui est le sujet qui nous occupe ce soir, mais elles sont extrêmement importantes entre sud-sud. Et c'est aussi un point qu'il faut savoir en termes de développement économique, ça compte. Et c'est encore plus vrai pour les réfugiés, parce que les réfugiés, ils vont d'abord dans les pays voisins. On voit les Syriens, ils sont partis massivement au Liban. Exactement. On a eu 1,5 million de Syriens au Liban, on en a 2 millions en Turquie, 800 000 en Jordanie, etc. Donc c'est 4,5 millions à peu près de Syriens qui sont partis dans les pays voisins. Voilà. Et le phénomène encore plus important, c'est les migrations internes. Puisqu'on a 3,5 plus de migration interne, intranationale, que de migration internationale. Voilà, ça c'est pour bien fixer les choses. Venons-en maintenant donc à notre sujet réel, l'immigration, une chance. Et puis on va peut-être le décliner selon les différents points d'impact sur la vie économique d'un pays d'accueil. Et en l'occurrence, parlons de la France. L'impact, évidemment, c'est d'abord le marché du travail. Lionel Rago vient d'en dire un mot. Ce sont les finances publiques, combien ça coûte. On l'a également évoqué, de les accueillir, de leur permettre de s'installer, de faire le regroupement familial s'il a lieu. C'est évidemment la question de l'intégration, et là, ça peut passer évidemment par le système scolaire et d'éducation. Donc, quel est le point sur lequel on pourrait peut-être commencer, peut-être le marché du travail quand même, qui est le grand souci qui nous occupe aujourd'hui en France, et on connaît les arguments de certains partis politiques qui soutiennent que les migrants pourraient retirer du travail aux nationaux. Première question sur laquelle on pourrait discuter. Qui veut commencer ? En fait, et ils ne sont pas forcément toujours d'accord d'ailleurs sur les points, on va le voir. C'est quand même partager un peu les thèmes. Alors, c'est Helmoub, d'accord. Non, mais bon, je commence sur la question du marché du travail, et puis après. C'est vrai qu'on n'est pas toujours tous d'accord sur tout. Mais tant mieux, on va le savoir, ça nous permettra nous de nous faire une idée. Et bon, sur le marché du travail, ce qu'il faut savoir,
c'est qu'on le cesse de répéter, nous, en tant qu'économistes, et c'est difficile à faire passer, c'est que les effets de l'immigration sur les pays d'accueil, tout particulièrement sur le marché du travail, sont d'une très faible amplitude. Là, on peut dire que quand même, il y a un consensus là-dessus. Tout le monde est d'accord pour dire que ça a un impact relativement faible. Donc, comment on s'y prend pour regarder ça? On regarde les effets, par exemple, de l'afflux d'immigrés, de 10% de plus d'immigrants, finalement, quelle que soit leur catégorie, et ça se traduit par une augmentation de l'offre de travail sur le marché du travail. Et on regarde quel est l'impact que ça peut avoir sur les salaires des autochtones, des natifs, et sur l'emploi des natifs. Et enfin, quand même, le consensus de la littérature, mais il le complétera dans un instant, je suppose, c'est que l'effet est, dans le cas des dernières études sur la France, est légèrement positif sur les salaires des autochtones. Pourquoi? Parce que les immigrés qui arrivent n'occupent pas les mêmes tâches, c'est même pas seulement les mêmes emplois, à l'intérieur des mêmes catégories socio-professionnelles, ouvriers, techniciens, etc. Ils n'occupent pas les mêmes tâches que les autochtones, de sorte que comme ils sont complémentaires des autochtones, eh bien les autochtones ou les natifs, comme on veut, vont, eux, se replier sur des tâches un petit peu mieux rémunérées, de sorte que l'étude qui a été estampillée document de travail du CEPI avec Giovanni Perry et Ali montre un effet favorable au salaire des autochtones d'à peu près 5% supplémentaires. Mais bon, tout ça, finalement, que ce soit des études aussi montrent aux États-Unis des effets légèrement négatifs, le consensus, c'est quand même que ça n'a pas beaucoup d'impact sur le marché du travail des pays d'accueil. En revanche, ça a beaucoup plus d'effets, mais ça on y reviendra peut-être plus tard, sur le commerce international, les pays d'origine, le développement, etc. Les sensibilités, les effets sont beaucoup, beaucoup plus grands que sur les pays d'accueil. Voilà. Un point qu'on n'a pas précisé lorsqu'on a fait notre distinction migrants, réfugiés, migrants économiques, c'est le niveau de qualification aussi. Évidemment, ça compte beaucoup. Et là, justement, si on revient sur la question des réfugiés, du côté des Syriens, hein, je crois, peut-être Lionel qui va nous le confirmer, on se retrouve avec des personnes extrêmement qualifiées. Donc, ce n'est pas forcément ou plus qualifié que dans les années précédentes, ce qu'on appelait les migrants économiques en provenance, par exemple, je sais pas, de pays africains, où vous avez cité l'Afghanistan. C'est bien le cas, Lionel Rago, oui, parce que ça peut compter quand même sur l'impact. Il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Hein. Oui. Ce n'est pas que des ingénieurs, des médecins. Hein. Non, bien sûr. Mais effectivement, dans la population des réfugiés syriens, vous avez une part de qualifiés qui est plus importante que ce qu'on a habituellement dans les flux migratoires, et en particulier dans la population des réfugiés, clairement. Et on verra, on en reparlera tout à l'heure, je pense, mais c'est un des critères très importants quand on veut connaître l'impact de l'immigration sur un pays d'accueil, c'est la structure par qualification qu'a cette population immigrée. Il est le Rapoport. Oui, peut-être des compléments par rapport à ce qu'a dit Mouhoub sur les effets sur le marché du travail. Bon, on peut se demander, d'une certaine manière, est-ce que le travail, le bien travail, serait une exception à la loi de l'offre et de la demande, puisque les études sur l'immigration montrent que si on augmente l'offre, normalement en économie, si vous avez eu ne serait-ce qu'un cours d'économie, c'est ce qu'on vous a appris en premier, quand on augmente l'offre, normalement le prix doit baisser. Or, la plupart des études montrent que où il n'y a pas d'effet, ou un effet en tout cas très faible, qui n'a rien de proportionné à l'impact quantitatif sur l'accroissement de l'offre. Donc, la question c'est qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et là, bon, il y a différentes choses qui peuvent se passer. Une première chose qui a été étudiée, c'est peut-être que les migrants vont vers les zones qui ont tendance à croître et où les salaires augmentent. Et donc, quand on compare les zones où vont les migrants et les zones où ils ne vont pas, on a un biais qui pousse à trouver peu d'effets de l'immigration. Ou alors, il peut y avoir un déplacement des travailleurs natifs, ça va aller dans le même sens en termes de biais. Mais l'essentiel, c'est des études récentes se sont concentrées sur le fait d'essayer de comparer une augmentation de l'offre de travail et ses effets sur les salaires des travailleurs les plus directement en compétition avec les immigrants. Donc ça passe par le contrôle pour la qualification, pour l'expérience, etc. Et malgré tout ça, comme l'a dit Mouhoub, les effets sont assez faibles. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a différentes directions. La première chose, c'est qu'il faut savoir que pour que les salaires baissent, il faut qu'ils puissent baisser. Et si par exemple les gens sont payés au salaire minimum, par exemple, leurs salaires ne peuvent pas baisser. La deuxième chose, c'est que quand on regarde au niveau de l'emploi, ça dépend aussi de leur degré de protection de l'emploi. Tout ça pour dire que les facteurs institutionnels sont quand même très importants. Et pour ne pas être trop long là-dessus, si on veut vraiment trouver des effets négatifs, on va en trouver. Mais alors, il faut aller vers des gens qui sont, par exemple, pas en CDI, mais en CDD, des gens qui sont dans certains secteurs particuliers où là, les tâches
sont vraiment assez aisément substituables entre immigrés et natifs, comme dans la construction, etc., etc. Mais il faut vraiment zoomer pour arriver à mettre en évidence des effets négatifs. Alors donc, quand même, il y en a. Ça veut dire que ça peut avoir certains effets redistributifs, pénaliser, ça reste relativement limité, mais c'est réel quand même, les travailleurs les plus directement en compétition. Mais pour le travailleur moyen, pour le français moyen, ça ne joue pas, ou ça a tendance plutôt à être positif parce qu'il y a des effets de complémentarité ou entre qualifications, ou même quand on neutralise ça à un niveau de qualification donné, ce n'est pas exactement les mêmes types de qualifications, de connaissances, etc. Et ça va plutôt diriger les natifs vers de meilleurs salaires. Et ça peut aussi avoir un effet de déplacement, comme je l'ai dit, mais déplacement soit géographique, soit dans l'échelle des qualifications. Lionel, pardon. J'ajoutais juste un point, c'est que les effets de substitution, ils jouent surtout dans les travaux récents, en tout cas, et ça a été montré sur la France, sur les populations de même communauté, en fait, de vagues migratoires précédentes. Des immigrants qui arrivent vont plutôt concurrencer... les plus directement concurrents, c'est les immigrés de la vague d'avant. De la vague d'avant, qui auront le plus à souffrir, et qui d'ailleurs ne sont pas toujours très favorables à l'arrivée de nouvelles vagues, effectivement. On est trop d'accord, là, ça ne va pas. Là. Non, attends, ça va. Bon, ça va, Lionel Rago. Je voulais ajouter deux choses, celle qui vient d'être dite à l'instant. C'est-à-dire que le travail, ce n'est pas un bien homogène, et donc il y a différentes formes de travail, de niveau de qualification, et est-ce qu'il y a complémentarité entre les qualifiés et les peu qualifiés. Puis même au sein des peu qualifiés, il peut y avoir des subsidiarités et des complémentarités. Et les derniers travaux montrent qu'effectivement, les personnes qui sont les plus affectées par l'arrivée de nouveaux migrants, ce sont ceux qui étaient déjà là. Ce qui peut d'ailleurs expliquer que, ce qui peut paraître très surprenant, parfois les plus hostiles à l'arrivée de nouveaux migrants sont les migrants qui sont déjà dans le pays, et on peut l'expliquer d'un point de vue économique, parce que c'est les premiers à être affectés. Le deuxième point, j'ai entendu un politique expliquer ça, ils appelaient ça la technique du pont-levis. Vous savez, le dernier arrivé relève le pont, et après il n'y a plus personne qui passe. Le deuxième point, mais très rapide, donc on ne va pas rentrer dans la technique, mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est quand on dit que ça n'a pas ou peu d'effet, il faut aussi voir l'aspect temporel. Ça peut en avoir à court terme, mais ce qu'on montre, c'est que le marché du travail va absorber ce choc plus ou moins rapidement. Et ça, on peut l'étudier alors avec de l'économétrie, sur un peu l'approche qu'a évoquée Hillel précédemment. Et vous avez ce qu'on appelle des expériences naturelles. C'est-à-dire qu'on va regarder des bassins d'emploi plus ou moins grands, où il y a eu un afflux d'immigrés très, très, très important. Et on a regardé comment ça a évolué. Alors, je vous donne deux exemples. Le premier qui avait été étudié, c'était l'arrivée de réfugiés cubains à Miami au début des années 80, qui se sont concentrés sur l'économie massivement et dans Miami. le sud des Et effectivement, États-Unis. ça a eu un impact. En particulier, ça a un impact sur le taux de chômage au début, puisque la plupart vont se retrouver au chômage. Et ce qu'on montre, c'est qu'au bout d'1 ou 2 ans, on retrouve des taux de chômage à peu près équivalents à la moyenne nationale. Donc il faut un petit temps quand même pour que le marché travaille. Et une des dernières études, ça a été lorsque l'URSS a permis aux Juifs du RSS de quitter le pays s'ils le souhaitaient. Et il y a eu un flux très massif vers un pays en particulier, Israël. Pour vous donner un ordre de grandeur, en un an et demi, en proportion de la population, c'est comme si la France avait accueilli 7 millions de personnes. Ça vous donne l'ampleur du choc démographique. On est loin de nos 35 000 réfugiés. Donc en un an et demi, la population israélienne a augmenté en proportion pour la France de 7 millions de personnes. Et pareil, ça a été un peu difficile au tout début, en particulier en termes de taux de chômage. Et c'est là où, effectivement, quand les prix ne bougent pas, c'est les quantités qui bougent, et c'est donc le chômage qui augmente. Mais au bout de 2-3 ans, on a retrouvé les taux de chômage que Israël connaissait à conjoncture équivalente. Ouais. On reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard. Juste pour compléter vas-y. Les effets, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut ajouter aussi un effet sur le marché des biens, parce que là, on raisonne comme s'il y avait seulement le marché du travail, mais il y a aussi, là, par exemple, vous avez l'afflux des réfugiés en Allemagne, 800 000. Sur toute l'Europe, on estime ça à 0,2 points de PIB de croissance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un effet aussi sur le marché des biens. Il se passe quelque chose sur le marché des biens. Ces gens qui arrivent, ils arrivent avec des moyens, plus ou moins grands, et ils vont consommer. Et donc, la demande de biens va augmenter. Ce n'est pas seulement un effet sur la demande en quantité, c'est aussi sur la diversité des biens qui sont consommés. Et donc, ça a des effets plutôt favorables à l'économie d'accueil. Je voulais justement, puisqu'on parle de l'Allemagne, il y a aussi un aspect démographique qu'on n'a pas mentionné. Alors, le cas de la France est très différent de celui de l'Allemagne. Je pense que vous le savez les uns et les autres. On dit beaucoup que l'Allemagne,
en dehors de l'aspect moral, éthique, qui est incontestable, a fait le choix d'accueillir des réfugiés aussi pour des raisons économiques, hein, tout à fait pensées et raisonnées. Et parce qu'elle a besoin de travailleurs, parce que sa démographie est beaucoup plus faible que la nôtre. On le sait, le taux de naissance est beaucoup plus faible. C'est un argument quand même très, très important. Et par exemple, l'organisme, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, depuis des années soutient cette thèse que les pays développés, il est vrai que la France a des moindres égards que les autres, mais l'Italie, par exemple, où le taux la démographie est également en train de baisser, de chuter très fortement, que les pays développés vont avoir à terme, et dans une période pas si lointaine, besoin d'immigrés parce qu'ils ne font pas assez d'enfants. C'est quand même un argument qu'il faut avoir en tête lorsque l'on parle de l'impact économique. Hilaire Rapoport. Oui, tout à fait. Et je voudrais situer ça aussi par rapport à la question que vous avez posée sur est-ce que les réfugiés ont le même impact ou pas que les migrants de manière générale, en dehors de l'aspect arrivée massive, etc. Je pense que le terme important ici, c'est celui qu'a mentionné Lionel, c'est les expériences naturelles. C'est-à-dire, je pense qu'on a plus à apprendre des expériences naturelles, c'est-à-dire l'histoire qui nous fournit des exemples de pays qui ont dû accueillir des vagues d'individus, de plusieurs millions de personnes qui représentent 10, 15, 20% de leur population active dans une très courte période. On a plus à apprendre de ça pour prévoir, analyser quel va être l'effet de l'afflux actuel en Europe, que sur les études, sur le marché du travail, l'emploi, sur les migrations régulières qu'on a mentionnées au début. Et ici, en Europe, il y a eu le cas d'Israël qui a été mentionné. La France a eu une petite expérience après la guerre d'Algérie avec l'arrivée les rapatriés d'Algérie, bien sûr. Mais l'Allemagne, c'est le pays qui, à la fois à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a connu un afflux massif de personnes venant de l'Est, et également au moment de la réunification. La chute du mur de Berlin. Et donc les Allemands ont aussi cette expérience, d'une certaine manière, qui leur fait sans doute moins peur d'être capables d'absorber des milliers, des millions plutôt de personnes sur une très courte période. Ce qu'ils ont assez bien réussi avec Et évidemment, là, on voit les populations en provenance des pays de l'Est. La résilience et la capacité d'adaptation, d'absorption des économies. Alors sur les finances publiques maintenant, on continue à poser la question dans différents secteurs. On a vu le marché du travail, on voit les effets sur la croissance, hein, vous nous l'avez dit. La partie protection sociale, la partie dépenses justement, pas seulement pour l'accueil, mais pour la scolarisation, etc. Est-ce que oui, non, c'est positif ou négatif si vous restez dans vos valeurs comme cela? Alors, Lionel Rago. C'est vrai que c'est un point qui est souvent évoqué quand on dit qu'on parle de. On voit bien les enjeux politiques d'ailleurs, tout ça, c'est des arguments. L'immigration est une chance ou quel est l'impact? Souvent on vous dit mais oui, mais ça coûte cher aux finances publiques, en particulier la protection sociale, avec l'image que les immigrés viennent de pays défavorisés et sont attirés par notre système de protection sociale, et donc ça va peser fortement sur le système de protection sociale. Alors je vais commencer par donner le résultat. Puis après, je vais être un peu provocateur. Et donc le résultat, finalement, c'est le même que sur le marché du travail. C'est-à-dire que les effets sont relativement négligeables. Et je ne dirais pas en positif ou en négatif, ça va dépendre des pays, ça va dépendre des périodes. Mais grosso modo, c'est un peu moins d'un demi-point de PIB au maximum, en positif ou en négatif. D'accord ? Donc grosso modo, c'est neutre. C'est que ça a peu d'effets sur les finances publiques. Donc, mais il faut bien voir de quoi on parle, c'est-à-dire le stock d'immigrés. C'est ça que, quand vous avez donné le chiffre tout à l'heure des 250 millions, il ne faut pas oublier que ce n'est pas les flux annuels, c'est le stock de personnes qui résident dans un pays autre que leur pays de naissance. Donc on est sur les stocks. Un terme toujours un peu dérangeant, le stock, mais enfin c'est comme ça qu'ils parlent entre eux, les économistes. Donc c'est la population résidente, c'est plus gentiment dit. Donc ça, voilà, le résultat, là aussi il y a un relatif consensus, quels que soient les pays développés sur lesquels on travaille, c'est que c'est relativement neutre, ça peut être légèrement positif, légèrement négatif. Là où je veux dire que je vais être un peu provocateur, c'est que, et c'est pour ça que ça passe, on a du mal à faire passer le message, et qu'on trouve des messages très différents dans la presse, c'est que ça heurte le bon sens. Ça heurte le bon sens parce qu'on va vous dire, mais pourtant, la population immigrée, je ne parlerai pas du stop, donc la population immigrée, elle est plus souvent, elle a un taux de chômage plus important que les natifs, donc ils perçoivent plus d'allocations chômage.
la population immigrée, généralement, a un taux de natalité plus élevé. Plus d'enfants, voilà. Ils perçoivent donc plus d'allocations familiales. Ils sont moins qualifiés que les natifs. Donc finalement, ils vont payer moins d'impôts, moins de taxes, donc ils vont apporter moins aux finances publiques. Et puis on pourrait encore développer certains points. Et là, c'est vrai que sur le moment, vous dites, mais comment on peut arriver à un résultat qui est relativement neutre? On s'attend à quelque chose d'extrêmement négatif. Et c'est là où je rappelle, quand je vous dis que c'est neutre, c'est l'impact qu'a la population immigrée dans son intégralité sur les finances publiques. Et pourquoi on va trouver ce résultat qui est un peu qui heurte le bon sens, hein, parce qu'à chaque fois on dit mais regardez, c'est du bon sens, hein, il touche beaucoup plus d'allocations familiales, ça coûte. C'est tout simplement parce que, et je reviens sur le point que j'évoquais tout à l'heure quand je vous ai dit, on va reparler de la structure par qualification. Ça c'est un point important, mais il y a aussi, je vous dis qu'il y avait deux points très importants. Le deuxième, c'est la structure par âge. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la population immigrée n'a pas la même structure par âge que la population native. Oui. En particulier, ils sont relativement concentrés dans la tranche d'âge 30-55 ans. Et c'est particulièrement la tranche d'âge où votre contribution nette, c'est-à-dire ce que vous donnez aux finances publiques en termes d'impôts, de taxes, cotisations diverses, par rapport à ce que vous percevez, allocations, transferts et autres. Santé, oui, y compris dépenses de santé. Hein, les jeunes, l'intégralité. A priori, dépensent moins d'argent. C'est donc la période, heureusement, où cette contribution elle est positive. Et donc, oui. vous retrouvez avec une population qui est concentrée sur les tranches d'âge où la contribution est positive, même si, en moyenne, un immigré a une contribution qui est plus faible qu'un natif. Alors que les jeunes, ils ne payent pas d'impôts, il y a l'éducation, il y a de la santé, et puis les vieux, on parle aussi comme ça, les économistes, les vieux, ils ne travaillent plus. Ils payent encore des impôts, mais quand ils ont un système comme le nôtre où les retraites sont versées par le secteur public, ça rentre dans les dépenses. Et donc, c'est simplement la structure par âge de la population immigrée qui explique que, agrégée, au niveau global, leur contribution est relativement neutre. Merci pour cette précision. Vous voulez ajouter autre chose sur ce point? Non, je suis absolument d'accord. Je n'ai rien à ajouter. Parfait. Alors, je vous propose de prendre un petit... peut-être un point sur le débat, parce qu'on a parlé de ça. Là, on vient de dire que les effets sont neutres sur les pays d'accueil et légèrement positifs, parfois peut-être un peu négatifs, etc., mais neutres. Mais le débat essentiel, c'est que... Je voudrais qu'on tienne compte de cela, parce que c'est ça qui fait qu'il y a une distorsion entre les résultats que donnent les économistes, en particulier sur l'immigration, et la perception. Pourquoi y a-t-il un hiatus? C'est parce que, l'hypothèse que je propose au débat, c'est qu'au fond, on affecte à l'immigration des choses qui n'ont rien à voir avec l'immigration. D'autres termes, on affecte à l'immigration les problèmes d'intégration, les problèmes de scolarisation, les problèmes de ségrégation urbaine, mais qui sont liés au fait à des échecs de politique, qui sont des échecs de politique d'aménagement du territoire, des échecs de politique du marché du travail, du logement. Donc la conclusion de ça, c'est que si l'immigration a un effet relativement neutre sur les finances publiques, le marché du travail, etc., ce n'est pas non plus par l'immigration qu'on va résoudre les problèmes de l'économie française ou de l'économie d'accueil, mais par des réformes structurelles. Donc l'immigration, pour moi, n'est ni la source de nos problèmes, sûrement pas, et ça c'est tout ce qui a été montré dans les travaux, ça n'est pas non plus la solution. Donc il faut bien se mettre à l'évidence. Il faut arrêter de penser qu'il faut argumenter sur l'immigration en termes « oui, c'est une chance et donc il faut faire venir des immigrés parce que c'est une chance ». Il y a d'autres possibilités, et peut-être des meilleures même, de régler les problèmes du marché du travail ou de régler les problèmes d'aménagement du territoire, de ségrégation urbaine, de discrimination, etc. Donc ça me semble être un point important de la compréhension de ce hiatus qui existe entre les résultats des économistes et la manière dont les choses sont perçues. Alors, je vous propose d'avoir une troisième partie, et dans cette troisième partie, on ira plus vers, non pas les solutions, on n'est pas devant des problèmes là, mais vous avez fait un état des lieux, et peut-être sur justement une manière de mieux gérer ces flux migratoires quand ils posent problème, ou de voir quels seraient les bons moyens aussi d'en faire profiter à la fois, de faire profiter de ces migrations, à la fois les pays d'accueil, donc le nôtre en l'occurrence, et les pays de provenance, parce que dans ce que vient de dire Helmut Mood, c'est aussi important de parler de ça. On va en faire un petit break et on va revoir à nouveau Boukari Niakhaté, Mourad Benamou, je pense, qui va être encore là, et je crois même... Voilà, on va vous laisser la place, bien sûr. Ils sont trois même, non? Je crois qu'il y a également Maëva Napoli, il me semble.
impressionnant, hein. On va les revoir après en toute dernière partie. Ils reviendront tous les trois, donc Boukari Niakate qu'on a déjà vu au début, et puis Maïva Napoli qu'on vient de voir avec Morad Benamou, le batteur. On les réentendra. Dernière partie de notre discussion, et puis on va vous demander si vous avez des questions dans la salle, si vous souhaitez interroger nos spécialistes. Peut-être que vous êtes un peu surpris de tout ce qu'on dit là, parce qu'il y a tellement de discours finalement politiques qui viennent parfois percuter le discours économique. C'est toujours intéressant d'avoir des données aussi précises que ce que vous venez de nous apporter là. Si on parle maintenant des opportunités, lesquelles verriez-vous, si on parle un petit peu d'avenir, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a la question des réfugiés, bien sûr, mais qui est ponctuelle. Je ne sais pas, on ne peut pas vraiment évidemment dire ce qui va se passer, mais peut-être vous avez un avis quand même. Et puis surtout, quelle serait la bonne gestion de flux de migration pour bénéficier au pays d'accueil comme au pays de provenance? Je sais qu'Hilel Rapoport a quelques idées assez précises là-dessus. Et puis on va en discuter tous ensemble, avant d'avoir vos questions. Donc, si je résume un petit peu ce qui a été dit sur les deux premiers points, effet sur le marché du travail, l'emploi relativement faible, sans doute négligeable, et même chose sur les finances publiques, donc pas de quoi, si vous êtes un pro-immigration ou un anti-immigration, c'est pas ça qui va vous, politiquement, changer votre point de vue. D'accord ? Alors, est-ce que quand on regarde à plus long terme sur la croissance, on a des choses qui sont plus marquantes, hein, on va dire. Alors, il me semble qu'il y a dans les recherches récentes, il y a deux aspects qui me paraît intéressant de mentionner. L'un, c'est l'effet de la diversité. Est-ce que la diversité est bonne pour la croissance? Alors, quand je dis diversité, je ne le dis pas au sens courant, qui est celui de l'intégration des minorités, qui peuvent être des minorités sur le plan ethnique, religieux ou de genre. Mais je parle de la diversité d'une population. Est-ce qu'une population qui est diverse est plus productive ou pas? Et là, il y a des études à la fois sur la diversité ethnique, sur la diversité génétique, et également, plus récemment, des études sur la diversité des lieux de naissance. Quand on a des individus qui sont nés dans des pays différents, est-ce que ça donne un effet positif? Et là, la réponse est oui. Quand un pays a une immigration qui est relativement diverse, assez variée, ça a des effets bénéfiques, notamment pour sa composante qualifiée de la main-d'œuvre. Hein, donc, pour le dire autrement, si vous imaginez que vous formez des équipes, par exemple, ça peut être des équipes de sport, ça peut être des équipes en entreprise, eh bien, le fait d'avoir des gens qui sont qualifiés, qui sont nés dans des pays différents, a l'air d'apporter quelque chose de plus, et qui est perceptible dans les données micro qui utilisent des données de firme et dans les données macro qui comparent différents pays. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît important de mentionner. Un deuxième point qui me paraît important de mentionner, c'est que les migrations ont des connexions avec les autres aspects de la mondialisation. Et quand on accueille des migrants originaires d'un certain nombre de pays, il faut aussi comprendre qu'on va renforcer les liens économiques avec ces pays. Et donc, il va y avoir, quand un pays accueille des migrants, eh bien, il va y avoir plus de commerce avec les pays d'origine. Il va y avoir plus de capitaux qui vont circuler. Il va y avoir des savoirs technologiques et non technologiques, qui peuvent être artistiques, par exemple, qui vont circuler. Et toutes ces choses-là, en fait, il faut comprendre à plus long terme que le fait d'avoir une population plus diverse avec des origines dans différentes économies, notamment des pays émergents, c'est une bonne chose pour l'économie parce que ça renforce la capacité d'échanger avec ces pays. Et ça, à moyen terme, c'est un atout pour un pays. Donc moi, c'est plus mon domaine de recherche, hein, c'est plus la croissance et le développement. Et de ce point de vue-là, je crois pouvoir dire que oui, l'immigration est une chance. Simplement, en insistant sur deux choses, c'est que jusqu'ici, le débat s'est focalisé sur les quantités, hein, la quantité de migration. Je pense qu'il faut ajouter deux autres dimensions dans la structure de l'immigration. L'une, c'est la qualité approximée par le niveau d'éducation, disons, et l'autre, c'est la diversité, c'est-à-dire la diversité dans les pays d'origine de ces migrants. Et je crois que ces deux aspects-là sont aussi importants que l'aspect quantitatif. Et sans rentrer dans les détails, je dirais qu'il y a un peu des cercles vicieux et vertueux entre ces trois dimensions. Quand on a une immigration qui est peu qualifiée, qui est
donc aussi mal perçue par les opinions publiques. On parlait de perception, on a tendance à la restreindre quantitativement, et la seule manière de l'alimenter, c'est le regroupement familial, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas la diversité parce que c'est par définition les mêmes réseaux qui fonctionnent, et c'est généralement une immigration peu qualifiée. Et donc on a ce cercle vicieux, on fait peu de quantité, peu de qualité, peu de diversité, et donc on ne peut pas augmenter. Et je pense qu'il y a des pays qui sont dans des cercles vertueux, ou comme je pense au Canada, à l'Australie, à la Suisse, où ils ont 25%, c'est plus de 2 fois et demi la proportion en France, 25% de leur population active qui est née à l'étranger, qui est assez qualifiée, qui est aussi sélectionnée par des programmes spécifiques pour attirer les travailleurs qualifiés. Et comme les qualifications, elles se trouvent un peu partout dans le monde, ils ont aussi, par la même occasion, une immigration qui est très diversifiée. Mais qu'ils ont quand même, qu'ils ont sélectionné quand même. C'est une immigration sur laquelle ils sont très vigilants aussi. L'Australie et le Canada ont des politiques dans le cas du Canada, c'est clair, actives de sélection. Ils ont ce qu'on appelle des systèmes par points. Oui. Donc où, quand on veut, et où l'essentiel de la migration est une immigration de travail, même si parfois elle prend le canal familial, mais ça reste une immigration de travail, et on sélectionne les gens en fonction de leurs qualifications, leurs compétences, leur maîtrise du langage. Et des besoins du pays d'accueil. Et des besoins du pays en termes de profession. Oui. Les États-Unis ont aussi une immigration assez qualifiée, simplement parce que c'est les États-Unis, c'est le pays frontière qui est très attractif. Mais ils ont aussi beaucoup de migrants non qualifiés, notamment en provenance du Mexique. Oui. Provenance du sud de l'Amérique latine et du Mexique en priorité. Helmo, peut-être réaction, puis Lionel Rago. Je ne suis pas en désaccord avec le fait que plus de diversité est meilleure pour la croissance, pour la productivité, etc. Je ne suis pas en désaccord avec ça. Mais la question d'Hillel, je vais la lire en creux. En creux, c'est la France n'est pas assez diversifiée. Et pourquoi la France n'est pas assez diversifiée? Parce qu'elle dépend de réseaux traditionnels, de corridors, ce qu'on appelle des corridors d'immigration, liés à son histoire. De son histoire et de ses anciennes colonies. Et si on bouge pour des effets de réseau, c'est-à-dire on vient ici parce qu'on a déjà de la communauté ici, et par des liens historiques, institutionnels, etc., alors évidemment, on va peut-être être relativement moins qualifié, on va avoir des compétences un peu moins diversifiées, etc. Donc, je peux partager ce point de vue. Simplement, sur la solution, on a un petit désaccord, parce qu'au fond, ce n'est pas seulement un problème de qualité, c'est un problème de quantité. Pourquoi ? Parce que si, depuis les 15 dernières années, on est au plus bas au niveau des flux d'immigration, et je ne suis pas du tout favorable à l'ouverture des frontières totales, je ne suis pas du tout comme ça, je pense qu'il faut être très, très, très prudent sur ces questions-là, mais il faut bien se rendre compte qu'on est au plus bas des flux. C'est-à-dire que les migrations familiales de regroupement, 45 à 50 000 par an, c'est quelque chose qui est incompressible parce que c'est vraiment les conventions internationales et on a une vision beaucoup plus restrictive que les États-Unis sur le regroupement familial. C'est juste les épouses et époux et les mineurs enfants, les enfants mineurs, alors qu'aux États-Unis, les relatives, c'est un peu plus, ça peut être les parents, ça peut être des éléments. Donc on est vraiment au plus bas. Et puis, sur l'immigration de travail, on est finalement à des flux extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Donc, au fond, pourquoi on n'a pas beaucoup de diversité, bien que la diversité est augmentée, bien que quand même un immigré sur 10 dans les pays de l'OCDE est un Chinois aujourd'hui, dans les pays de l'Union européenne. Donc il y a une diversification quand même qui s'est accrue considérablement. Bien qu'au niveau, quand on compare l'Union européenne aux États-Unis, en termes de proportion de qualifiés, on est maintenant à 28% contre 30% aux États-Unis. Donc sur les 10 dernières années, il y a eu un effet d'autosélection extraordinaire des migrants. Les immigrants qui viennent, les dernières vagues, pas le stock d'immigrés, peut-être moins qualifiés, pour parler encore en stock, mais ceux qui arrivent, les vagues récentes sont beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus diplômés. Parce que simplement, ça coûte beaucoup plus cher d'émigrer, et donc les plus qualifiés sont les plus à même d'émigrer. Donc il y a déjà un phénomène de sélection, en quelque sorte, d'autosélection qui s'organise tout seul, et si on voulait atteindre plus de diversité, pour rejoindre les objectifs d'Hillel, qui sont justes, il faudrait augmenter les flux d'immigration économique pour faire un peu plus de diversité. C'est bien parce ce que je dis. Quoi, oui, c'est bien. Mais à mon avis, point d'entrée, c'est la qualité, entre guillemets. Oui, c'est-à-dire avoir une politique proactive. Et l'exemple vraiment caricatural, c'est la question des étudiants.
On l'a bien vu, on est omnubilé par les chiffres de l'immigration et on est prêt à fermer la porte même à des étudiants diplômés extrêmement des plus grandes qualifiés, écoles, qui nous etc. seraient Donc bien c'est utiles. absolument absurde. Lionel Rago, peut-être mais pour vous arbitrer tous les deux. Non, mais juste un point là-dessus. Non, d'accord, je laisse Lionel. Allez, on va voir si Lionel arbitre votre échange là. Juste pour que ça soit clair, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris à quoi tu faisais référence. Tu faisais référence à l'arrêté Guéant, juste avant la campagne présidentielle, un arrêté qui, grosso modo, fermait le marché du travail aux étudiants étrangers. Oui, mais ça avait été reculé, on a reculé là-dessus. Oui, on a reculé, mais on n'a parce pas qu'il y avait eu quand même beaucoup de protestations. Très proactive en la matière. Ça a été supprimé, oui. J'y reviendrai. Donc, moi, je vais le prendre un petit peu différemment. Moi, je ne voudrais pas, mais c'est assez compliqué pour un économiste, parce qu'on parle de la politique migratoire. Donc, d'étudier l'impact que peut avoir la politique migratoire, oui, on sait faire. Mais définir les objectifs de la politique migratoire, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Pourquoi ? Parce qu'avant tout, il ne faut jamais l'oublier, c'est un choc démographique, la migration. Et donc, grosso modo, l'économiste pourrait se dire, mais finalement, grâce à la migration ou à l'émigration, je peux faire évoluer la taille de ma population et même sa structure, par âge, par qualification. Et la première question pourrait se dire, mais quelle est la taille optimale pour une économie de sa population ? Et là, il n'y a pas de réponse pour les économistes. Donc, c'est pas comme ça qu'on peut prendre le bout du problème. Et c'est pour ça qu'on va se retourner après sur des problèmes plutôt de la structuration. Alors, c'est pas complètement vrai au sens où on voit bien que si on prend un autre problème démographique qui est le vieillissement, que vous avez évoqué dans votre introduction, c'est clair que l'immigration a été présentée comme pouvant être la solution. Et comme Moub l'a dit, ce n'est pas la solution. Donc, phénomène de vieillissement démographique, et vous avez bien insisté aussi sur le fait que la France avait une situation particulière, c'est grosso modo que le taux de natalité a baissé, et puis l'espérance de vie a augmenté. Donc ça peut se traduire dans certains pays par une baisse de la population, et une part des plus âgés beaucoup plus importante. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas d'Italie, comme vous l'avez rappelé. Et donc, juste pour prendre le cas de l'Allemagne, sans ce choc récent migratoire, à l'horizon 2050, la population en âge de travailler devrait diminuer d'environ 30%. Donc potentiellement, ça fait un travailleur sur 3 potentiels pour les entreprises allemandes qui disparaît dans l'économie. Et d'où, effectivement, le coût peut être très élevé. Voilà. Donc, effectivement, la question, c'était, mais est-ce que l'immigration n'est pas la solution, à la fois sur cette perte de main-d'œuvre potentielle, et aussi l'autre aspect du vieillissement démographique, la part des plus âgés, donc le financement des retraites, donc plus d'actifs. En France, le problème il est un peu différent. Heureusement, comme les Allemands, on vit de plus en plus longtemps, donc il y a bien le vieillissement par le haut, donc le problème du financement des retraites, mais on est resté avec des taux de natalité relativement élevés. Donc on n'a pas ce risque, la population en âge de travailler devrait rester constante à l'horizon 2050. Donc c'est pour ça que ça se pose différemment. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, effectivement, Angela Merkel l'a présenté, mais à juste titre, et vous l'avez rappelé, pour un devoir moral que d'accueillir les réfugiés. Je pense que c'est la motivation première, mais il y a aussi une dimension économique par rapport à leurs problèmes. Oui, c'est ce qu'on appelle l'intérêt bien compris du pays. Néanmoins, ce n'est pas la solution. C'est-à-dire que ça peut réduire le fardeau du financement des retraites, ça va éviter une baisse de main-d'œuvre qui peut être sensible en Allemagne, mais vous ne pouvez pas contrer le vieillissement démographique par des flux migratoires. Parce que c'est un processus cumulatif. C'est-à-dire que les immigrés que vous faites rentrer, ils vont vieillir. Et donc, ils vont peser sur les retraites et il faudra faire rentrer de plus en plus d'immigrés. Donc, juste pour vous donner un chiffre, comme pour vous montrer que c'est explosif, les flux migratoires qui seraient nécessaires pour maintenir constant le ratio de dépendance, donc le nombre de retraités par rapport aux actifs, nécessiterait de faire doubler la population française tous les 40 ans. Ce qui est énorme, et ça vous montre, et je crois qu'il y avait une évaluation de l'ONU justement qui avait montré que si on prenait leurs chiffres, grosso modo c'était toute la population du Maghreb actuel qui va les faire venir à l'horizon 2030 en France. Ils avaient dit ça comme une provocation et c'était devenu un argument du Front National. Et c'était assez rapidement. Tous les immigrants. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour tout ce que vous nous avez appris, pour tous vos éclairages. Donc, Hillel Rapoport pour PSE, École d'économie de Paris. Lionel Rago pour le CPI, le Centre d'études de prospective et d'information internationale, je le dis pour Simon Lemonnier, et Helmut Mood, qui est à Paris-Dauphine, comme il nous l'a dit, et qui travaille aussi beaucoup sur les entreprises, la délocalisation, relocalisation, mais c'est lié à cette question des migrations. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous aussi.
Et on va se faire plaisir avec une troisième séquence de danse, retrouver ces magnifiques danseurs. C'est pour tout de suite.